Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Droit à la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un jeune cadre de la République, quelqu'un qui vient au nom de son parti, mais surtout au nom des convictions partagées, nous donner des informations importantes. Il est vrai qu'il y a quelques années, nous sommes à la veille du 10e anniversaire de ce parti, le courant des démocrates rénovateurs. C'est un parti qui a été créé en octobre 2013 et qui va certainement fêter l'année prochaine ses 10 ans. Mais en attendant, il faudrait que nous puissions en faire un petit bilan, mais surtout aussi, le parti, c'est un instrument d'analyse, un instrument de formation idéologique, mais un instrument aussi de conquête de pouvoir. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de conquête de pouvoir, mais nous allons parler avant tout d'abord de comment ce parti a construit son analyse sur le pays, comment ce parti est aujourd'hui devenu un vivier de solutions, mais d'opinions aussi favorables à la nation. J'ai donc le plaisir de recevoir le secrétaire national en charge du processus électoral du parti CDR, le parti qui est cher à Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, que l'on ne présente plus, qui est parmi quand même les ministres les plus importants de ce gouvernement, surtout aussi qui a eu une incidence importante dans son secteur parce qu'il a quand même fait suffisamment de temps pour pouvoir s'imprégner de ce dossier. Je reçois donc, au nom de vous tous ici présents, Maître Jérémy Kalala Moukena. Bonsoir, Maître Jérémy Kalala. Bonsoir, Monsieur Willy. Bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis. Merci de venir et c'est un plaisir pour moi de recevoir un jeune parce que le temps vient où ceux qui ont construit ce pays, nos pères fondateurs, ont besoin des continuateurs. Avant que je ne parle de votre parti, je ne parle de votre président, je parle d'abord de vous-même. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous aussi jeune, à vous engager en politique? Merci beaucoup, Monsieur Willy, de la question que vous me posez. Avec votre autorisation, je voudrais donc dire ma compassion à toutes les familles éprouvées à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit du 12 au 13, endeuillant ainsi beaucoup de familles. On dénombre là 169 morts, des dégâts matériels importants. Ici, je profite de votre micro pour donc adresser mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées et à pouvoir dire à ceux qui sont attristés de garder encore l'espoir parce que Dieu existe et il est sous contrôle. Alors, pour revenir à votre question, Monsieur Willy, en tant que jeune, pourquoi je me suis engagé en politique? La réponse est simple. En tant que Congolais, j'ai dépensé, j'ai une idée pour contribuer au développement de mon pays, pour donner mon intelligence, ma force, afin que ce pays puisse se développer, parce qu'on n'attendra pas que les étrangers viennent développer notre pays, mais il nous appartient, nous Congolais, par la force que Dieu nous a donnée, l'intelligence que Dieu nous a donnée, de pouvoir nous occuper de notre pays pour travailler pour les pays afin de parvenir à son développement et devenir comme les autres États modernes développés. La raison pour laquelle nous nous sommes engagés en politique, messieurs les journalistes. Deuxième question, peut-être pour faire un peu le tour de votre personnalité. Dans un pays où la tendance générale est au lien sociologique et non idéologique, vous choisissez d'adhérer dans un parti qui est dirigé par quelqu'un qui n'émane pas de votre espace sociologique. Comment vous considérez cela? Qu'est-ce qui s'est passé? En d'autres mots, la rencontre avec Jean-Lucien Boussa se déroule sur quel type de base? Merci beaucoup. Généralement, au Congo, il y a une tendance qui estime qu'au Congo, l'affaire des partis politiques
est une affaire ethnico-tribale. Si vous êtes d'un tel coin, vous devez adhérer à un parti politique dont les leaders se trouvent être de votre coin. Mais nous ne voyons pas tellement les choses de cette façon-là, mais nous croyons à des valeurs, nous croyons à des capacités, quel que soit leur bord. Je me souviens quand j'étais encore étudiant, je voyais son Excellence Jean-Lucien Boussa au Parlement. Quand il prenait la parole, c'était en fait un député modèle pour moi. C'est ainsi que ses interventions me hantaient beaucoup. J'ai trouvé un homme intelligent, un homme qui avait beaucoup d'amour pour notre pays. Mais quand c'était arrivé le moment de se mettre ensemble pour créer une formation politique au début des années 2013, nous avons fait une rencontre au cours d'une manifestation là, et on a échangé, et c'est là que tout est parti. Et parce que c'était mon idole, je l'aimais déjà, je l'admirais au Parlement. Et quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, en parlant avec lui, on a échangé des numéros et on a commencé à s'appeler. Et tout était parti de là sans connotation d'une appartenance ethnique. Mais ce qui nous unit, c'est les valeurs que représente ce grand homme, cette élite politique de la RDC. C'est pourquoi nous sommes sur ces pas pour que nous puissions aider notre pays à aller de l'avant. Alors, parlons des valeurs. En 2013, quand ce parti est créé, vous avez inscrit dans un des objectifs, dans les textes fondateurs, vous avez dit que vous étiez en train de vouloir vous battre pour régler ce paradoxe congolais d'un pays immensement riche avec une population des plus pauvres. C'était ça l'idéal. 10 ans après, que peut-on dire de cette idée-là? A-t-elle évolué dans votre quotidien, ou bien vous êtes perdu comme tous les partis dans la quête du pouvoir et vous avez oublié ce qui vous avait fait créer? Merci, M. Willy, c'est une question pertinente. En fait, le CEDER, à sa création, avait observé ce qui s'est passé dans les microcosmes politiques, comme vous avez eu à le dire, un pays immensement riche, mais sa population pauvre, c'était un contraste. Mais aujourd'hui, c'est le CEDER en 2013, quand il était créé, il y avait d'abord un problème d'accession au pouvoir qui s'est posé. Donc, vous allez vous rendre compte qu'à cette époque-là, il y avait un problème d'alternance politique. Il y avait un problème de révision constitutionnelle. Il y avait les yébélistes et les oumélistes. Donc, à cette époque-là, le CEDER, en tant qu'un parti de droite, épris du bonheur des peuples congolais, avait pris position contre le fait de rester au pouvoir pendant longtemps, en violation de la Constitution. Nous avons, au niveau de la dynamique de l'opposition, nous avons été contre la modification de la Constitution. Vous vous souviendrez le fameux article 8 au Sénat, où l'ancien président Kengo Adondo avait donné raison parce que la marche était donc en train de se passer devant le Sénat pour refuser donc la modification de la Constitution. Et nous avions dit oui à l'alternance pacifique, raison pour laquelle après la création, notre leader, son Excellence Jean-Lucien Boussa, je le salue de là où il nous suit, avait participé au premier dialogue à la Cité de l'Union africaine, qui avait fait le lit sur les dialogues de la CENCO, qui avait donné la voix aux élections de 30 décembre 2018, qui a abouti à l'élection de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, qui préside aux destinées du pays à ce jour. Et c'est ça la contribution donc du courant des démocrates rénovateurs dans la normalisation de l'accès à la magistrature suprême dans notre pays. Mais là, pour revenir à votre question, je vais vous dire que
pendant tous les gouvernements, je cite le gouvernement Badibanga, le gouvernement Tchibala, le gouvernement de l'ancien, le dernier premier ministre ici, j'ai oublié, Dio Katanga. Donc le CEDER a participé à ce gouvernement. D'abord, l'objectif, c'était l'alternance. Vous parlez d'Ilou Kamba. Voilà, l'ancien premier ministre Ilou Kamba. Donc le CEDER a participé à ce gouvernement pour organiser les élections. Et maintenant, avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fachi Beton, nous sommes au pouvoir et nous travaillons. Il faut que je puisse relativiser. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au pouvoir comme Président de la République, comme chef du gouvernement. Mais nous mettons en œuvre la politique du Président de la République à travers le gouvernement dirigé par son Excellence Sama Lukonde. Donc aujourd'hui, le CEDER, à travers son leader Jean-Lissé Boussa, qui préside destiné du commerce extérieur, est en train de faire beaucoup d'efforts et a déjà posé beaucoup d'actes qui vont dans l'intérêt de la population pour ne pas se départir de cet objectif donc primitif à la création du parti. Je pense que le moment viendra où on parlera du bilan de Jean-Lissé Boussa à la tête du commerce extérieur. Allons d'abord au niveau simplement de niveau conceptuel. C'est vrai que dans une coalition avec d'autres idées, avec un autre leadership, c'est difficile de faire passer ces idées. Mais avant qu'on arrive à son bilan, je voudrais d'abord que vous puissiez me dire, vous avez mis en place un modèle. Y a-t-il un modèle qu'on peut appeler modèle CDR pour cette transformation sociale qui est nécessaire? Est-ce que vous avez mis en place un modèle? S'il est conceptuel, il se décline sous quel type de paradigme? Monsieur Willy, je vais vous dire que le CEDER, c'est un parti organisé. C'est un parti aujourd'hui qui a un ancrage sociopolitique qui n'est pas à démontrer. Mais un parti qui a un ancrage sociopolitique ne peut pas être sans idéologie. Le CEDER a une idéologie qui se résume en 3 points. Sur le plan politique, le CEDER prône donc la démocratie libérale. C'est pourquoi nous avons besoin des élections pour accéder au pouvoir au niveau présidentiel, au niveau législatif, national, provincial, pourquoi pas local. Mais le CEDER, pour l'instant, on va peut-être en parler aussi, n'a pas les ambitions au niveau présidentiel, bien entendu, parce qu'il soutient déjà la candidature de Fachi Beton. Mais sur le plan économique, le CEDER prend le libéralisme. Donc le libéralisme où on donne la chance à tout le monde de pouvoir progresser, aller de l'avant. Mais sur le plan social, le CEDER mise un nom sur la loi des plus forts, mais sur la solidarité. Si le plan social, le CEDER a toujours voulu être solidaire avec ceux qui se trouvent en situation difficile, raison pour laquelle aujourd'hui, avant de commencer l'émission, j'ai montré ma solidarité envers les familles éproulées par rapport à ce qui s'est passé avec évidemment, on va parler maintenant du bilan quand même, parce qu'il faut évaluer comment la force du CEDER s'est déployée dans les institutions. Mais avant cela, je suis quand même curieux de savoir comment vous parvenez à trouver une commune mesure entre la social-démocratie qui est prônée par exemple par l'IDPS et d'autres partis et le libéralisme qui est celui du CDR. Comment vous faites? Quelle magie vous faites comment pour être en harmonie dans un tel mélange qui est lui-même antinomique? Oui, M. Willy, je vais vous dire que comme vous le savez très bien, vous parlez de l'IDPS. Bien sûr, l'IDPS a la social-démocratie et nous avons sur le plan économique le libéralisme. Mais si vous voyez dans les deux tendances, dans les deux courants, vous allez vous rendre compte qu'il y a les mêmes éléments qui mettent au centre l'homme, qui mettent au centre la personne humaine qui doit être prise en compte pour faire avancer la cité. C'est de cette façon-là que nous essayons d'être ensemble avec l'IDPS qui, de son côté, prône la social-démocratie et nous prenons le libéralisme, mais le tout pour les biens de l'homme congolais afin de faire avancer le développement de notre pays. Voilà tout ce que je peux vous dire en ce qui concerne
donc ces mixages-là. Alors, nommé ministre du Commerce extérieur depuis quand même quelques années, Jean-Lucien Boussa, on peut dire que c'est quand même quelqu'un qui a accumulé une certaine expérience. Mais on peut se poser la question, quel est finalement le bilan? En réalité, je ne parle pas du bilan, je parle des faits à retenir. Selon vous, quelle a été la contribution efficiente de son leadership à la tête de ce ministère, contribution qui peut être retenue comme un acquis historique? Parce que vous ne pouvez pas être au gouvernement pendant quand même 3 mandats. Vous avez cité 3 premiers ministres. Donc, je crois même que c'est 4 premiers ministres, parce qu'il est au gouvernement depuis Bruno Tshibala. Il est resté au gouvernement avec Sami Badibanga. A été maintenu à ce poste. D'ailleurs, je crois qu'il y a même un moment donné été ministre d'État, à un moment donné. Il a été retenu comme ministre avec Ilunga Ilunkamba. Et aujourd'hui, avec Sama Lukonde, il est toujours ministre du Commerce extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'il garde ce poste? Qu'est-ce qui lui fait de si spécial pour que les chefs de l'État et les différents 4 premiers ministres le maintiennent à ce poste? Monsieur Willy, je vais vous dire que son Excellence Jean-Lucien Boussa est très reconnaissant envers le président de la République, Félix Antoine, pour le fait qu'il a mérité sa confiance, au moins dans des gouvernements. Donc le gouvernement Ilunga et le gouvernement Sama. Le président de la République l'a reconduit au commerce extérieur, et pour cela il est très reconnaissant envers le président de la République, et il est dit à sa base. Donc les bilans ou les points forts du ministre Jean-Lucien ne sont pas à démontrer. Pour mémoire, Jean-Lucien est arrivé au commerce en 2017. Alors qu'à cette époque-là, aucun ministre ne voulait être nommé au commerce extérieur. Parce que ce ministère-là apparaissait comme une coquille vide. Mais quand Jean-Lucien est arrivé au ministère du Commerce, avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, il n'a pas fait de magie. Il a juste regardé les attributions du ministère, il s'est mis vite au travail en suivant la vision du chef de l'État sous l'impulsion du Premier ministre Sama Lukonde, et il en a fait aujourd'hui un des grands ministères. Aujourd'hui, le commerce extérieur est l'un des leviers de la croissance économique par le travail des Jean-Lucien. Excellence. Donc, s'il faut revenir sur les réalisations phares, aujourd'hui, sur le plan économique, le ministre Jean-Lucien a pris les mesures de limitation d'importation temporaire de certains produits. Nous pouvons citer les ciments, barres de fer, les ciments gris, barres de fer, clinker. Nous pouvons la boisson bière et la boisson gazeuse. Nous pouvons prendre les sucres pour protéger l'industrie locale. L'industrie locale qui a employé les Congolais. Et c'est aussi une façon de réduire la dépendance de la RDC au niveau des importations étrangères. Donc, sur ce point-là, aujourd'hui, nous avons la stabilité de l'emploi. Il n'y a pas de pénurie en ce qui concerne les ciments. Les prix, la qualité. Donc, vous pouvez construire, par exemple, les ciments là où les prix étaient élevés, et ça a une incidence sur la production, ça a une incidence sur le vécu quotidien de la population. Nous arrivons par exemple au niveau des établissements sous tutelle, à l'OCC. Le ministre Jean-Lucien est arrivé, il a trouvé les arriérés de plus de 8 mois de salaire impayés. Il y avait les agents retraités qui n'avaient pas les décomptes finaux payés. Mais quand il est arrivé, par son management, avec l'accompagnement donc des comités de gestion ainsi que du conseil d'administration de l'OCC, et les 8 mois ont été épongés et les décomptes finaux payés. Aujourd'hui à l'OCC, c'est chaque les 25 du mois que les employés sont payés. Et quand vous allez à l'OCC, vous posez la question, donc ça démontre, donc là nous sommes dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Parce que quand l'agent est payé chaque les 25, derrière lui, il y a toute une famille.
Donc, sur le plan, on en vient à l'administration donc du commerce extérieur. Il y avait un groupe de déserteurs qui alourdissait l'enveloppe salariale. Les personnes qui ne travaillaient pas, mais à chaque fin du mois, l'État devait payer les salaires. Mais suite à un travail qui a été initié sous son leadership, il y a eu un contrôle, il y a eu donc la suppression de 113 agents déserteurs qui ne payaient, qui ne venaient pas au travail, mais qui percevaient. Il y a l'économie des moyens. Nous avons, en ce qui concerne les sociales des agents, aujourd'hui au secrétariat général du commerce, les agents touchent, il y a des agents qui sont pris en charge par rapport aux soins de santé. Plus de 1250 agents sont traités, leurs enfants, donc sans aucun problème. Et la motivation au travail, vous sentez que celui qui touchait à un certain moment 20 000, 30 000 en termes de motivation, aujourd'hui ils sont au-delà. Donc ils sont au-delà de 450 000. Ça, ce sont les efforts que son Excellence Jean Lucien a laissé comme réalisation. Récemment d'ailleurs, il a fait supprimer au niveau du Conseil des ministres 14 taxes qui étaient considérées comme, donc 14 prélèvements considérés comme illégaux, qui n'avaient pas de fondement juridique, mais qui pesaient sur les importations et les exportations, et ça pouvait avoir une incidence sur le pouvoir d'achat de la population. Et au-delà de la suppression de ces 14 taxes-là, il y a la réduction des taux de 20 autres. Et là, lorsqu'il y a la suppression de ces prélèvements et la réduction des taux, l'incidence c'est quoi? Il y a la diminution des coûts de production, il y a donc l'incidence sur la diminution des pouvoirs d'achat sur les prix. Et ce sont là, M. Willy, les réalisations de son Excellence Jean Lucien Boussa. En ce qui concerne la santé, à Kasumbalesa, il arrive, il trouve 4 camions de tilapia avariés, importés de la Chine, mais donc destinés à la consommation. Mais avec les analyses de l'OCC, qui démontrent que ces produits sont impropres à la consommation, se rappelant de la vision du chef de l'État, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Il dit au nom du salut du peuple, je ne peux pas laisser la population congolaise consommer des produits avariés. Il a ordonné l'incinération de ces 4 wagons de tilapia avariés destinés à la consommation. Il en est de même de jus et d'autres produits. Donc vous allez vous rendre compte que de ce côté-là, il n'y a pas au ministère du Commerce les bilans qu'il faut donc mais une chose faire. Et le ministère aujourd'hui du Commerce est convoité par tout le monde parce que son Excellence Jean Lucien l'a sorti du bourbier dans lequel il s'est trouvé. Mais en tant que conseiller du gouvernement en matière du commerce extérieur, il est reproché au ministère du commerce extérieur d'avoir poussé le gouvernement à des adhésions dans des groupes régionaux, des groupes importants, les CAF, EAC, tous ces groupes-là qui sont structurellement et économiquement plus forts que notre propre économie, et que c'est l'entrée du Congo dans ces différentes structures sous-régionales, malheureusement, est brisée par le peu de résilience dans notre économie. Pourquoi il a choisi cette vision-là, cette voie-là? Monsieur Willy, je vais vous dire, aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Il n'y a pas possibilité pour un État de vivre en autarcie. Aujourd'hui, vous parlez de la ZLECAf. Mais la ZLECAf nous offre un marché de 1,2 milliard de consommateurs. Aujourd'hui, si nous disons que le Congo puisse se mettre à l'écart, parce qu'il fait partie des pays moins avancés, il ne pourra pas, parce que c'est le débat à un moment, on se dit, mais nous, qu'est-ce que nous allons gagner, parce que le Congo ne produit rien, mais oui, vous allez continuer. Ouais. Ce que nous produisons généralement, les matières premières, les matières minérales, sont exportées dans la zone autre que ZLECAf. Vous voyez, donc, ils ne peuvent même pas prendre nos matières premières. Mais nous prenons quoi? Nous prenons tout ce qu'ils ont, qui vient ici. Comment nous allons avoir une balance de paiement? Oui, M. Willy, je pense que son Excellence Jean Lucien
est éclairé par rapport à cette question. Nous ne pouvons pas que voir ce que les autres peuvent gagner chez nous, mais il faut aussi voir ce que nous pouvons gagner. Aujourd'hui, au niveau du ministère, avec son collègue de l'industrie, il y a ce qu'on appelle les plans d'industrialisation de la RDC. Et ces plans-là, donc, remet en surface, entre autres, ce que nous devons faire de notre industrie. On doit mettre notre industrie à l'orbite de produire ce que nous pouvons consommer et aussi exporter. C'est dans cette logique-là qu'il faut que nous puissions être ensemble avec les autres pays dans le concert des nations pour que nous puissions travailler. Quand on parle de la ZLECAf, je pense à dès l'entrée en vigueur de cet accord. Nous, en tant que pays, nous devons travailler pendant plus ou moins 13 ans pour que nous puissions commencer à appliquer, à avoir le démantèlement de tout ce qu'on appelle les barrières non tarifaires et non tarifaires, afin de pouvoir échanger dans le cadre de l'intégration africaine. Mais aujourd'hui, il y a encore des choses à faire. Nous devons travailler pour améliorer notre industrie de telle sorte que nous puissions capter les 1,2 milliard de consommateurs que la ZLECAf donc, nous offre. Nous ne pouvons pas nous dire, nous ne pouvons pas adhérer à une telle organisation internationale parce que nous sommes en retard. Il nous appartient à l'interne de pouvoir donc travailler pour que nous puissions nous mettre au diapason des autres pays. C'est ce qui a motivé son Excellence Jean-Lichet Boussa de conseiller au gouvernement d'adhérer et ces choses faites. C'est vrai qu'il a été en itinérance extérieure pendant un certain temps parce que nous parlons de lui. Et comment vous expliquez qu'il ait pris la parole pour s'adresser directement au président rwandais et surtout, il n'est pas ministre des Affaires étrangères, hein, mais quand même, il a dû condamner l'agression rwandaise et dénoncer cette complicité avec les M23. C'est vrai, c'est une communication qui pouvait étonner plus d'un du fait que ce n'est pas vraiment dans ses attributions. Mais qu'est-ce qui a motivé? Est-ce que c'est le ministre qui a parlé ou c'est le président du CDR? Jean-Lichet Boussa est sur les traces du président de la République. Le président de la République a dit jusqu'au sacrifice suprême, il doit tout faire pour mettre fin à la guerre de l'Est. Mais étant l'un de ses lieutenants, l'un de ses collaborateurs, au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la ZLECAf, alors que la réunion était présidée par le président Paul Kagame, aujourd'hui connu par le monde entier comme étant l'agresseur numéro 1 de la République démocratique du Congo, mais le ministre Jean Lichet n'a pas mis des gants pour dire aux chefs d'État et de gouvernement présents et au président Paul Kagame de pouvoir cesser l'agression de la RDC en face, parce que c'était un sommet pour l'industrialisation notamment. Mais comment on peut industrialiser nos pays s'il y a le bruit des armes? Comment nous pouvons faire le commerce robuste si à tout moment il y a les guerres qui sont créées par un voisin bien identifié? C'est pourquoi fini l'époque de l'hypocrisie, fini l'époque d'avoir peur de dénoncer le mal d'où qu'ils viennent. Son Excellence Jean-Lichet Boussa, se mettant vraiment dans la peau des ministres qui soutiennent la vision du chef de l'État, a eu des mots sûrs pour dire en face au président Kagame de cesser tout soutien au M23 et de demander aux chefs d'État et de gouvernement présents de ne pas résigner sur la condamnation de cette agression donc rwandaise sur la RDC. Donc c'est ce qui avait motivé, c'est un bon compatriote, parce que nos frères et sœurs de l'Est souffrent beaucoup. En fait, j'ai fait beaucoup l'Est, à Goma, Bukavu et consorts. Je me rends compte que la guerre que les Rwandais nous mènent, c'est une guerre hégémonique. Le Rwanda donne l'impression à la communauté internationale d'être un pays émergent et que chez lui, le climat des affaires marche bon train et que les investisseurs peuvent venir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux investisseurs,
Si vous mettez les usines ici, vous avez un marché de plus de 100 millions de dollars ici au Congo. Moi, je vais déstabiliser de ce côté-là. Vous allez vendre dans la fraude sans payer les taxes et consorts. Donc, et à chaque fois que le Congo veut organiser donc son économie, il y a toujours la succession des agressions qui arrivent. Tantôt c'est Bosco Taganda, tantôt c'est Laurent Kunda, tantôt c'est Makenga, tantôt... Et toutes ces manigances-là, c'est pour... Ils s'érigent en pôle de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Mais le ministre Jean Lucien, ayant compris cela, parce que je vous ai dit au début de cette émission que le commerce, c'est l'un des leviers de la croissance économique. Mais si nous avons un voisin qui nous met chaque fois les bâtons dans les roues, nous empêche ou empêche notre économie à décoller, mais quoi de plus normal de dénoncer? Et il l'a fait au niveau de ce sommet-là à Niamey. Lorsqu'il est arrivé au sommet des ministres du commerce, du COMESA à Lusaka, il a fait la même chose. Et récemment, il vient des États-Unis, il en a fait part à son homologue américain, le sous-secrétaire d'État au commerce, et il a dénoncé la même chose. Donc, et aujourd'hui, ça a commencé à porter les fruits. Je vais vous dire, depuis Belle Lurette, la France n'a jamais pointé du doigt les Rwandais comme agresseurs de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il y a la secrétaire d'État française qui est descendue en Gili avant cette émission, qui a dit ceci, que la France ne se limitera pas simplement à dénoncer l'agression de la RDC par les Rwandais, mais elle va faire tout pour faire respecter les accords de Luanda. Donc, vous voyez que la détermination des gens de Seboussa, en dénonçant l'agression donc rwandaise, en suivant les chemins du président de la République, parce que le président a commencé à dénoncer cela à la tribune des Nations Unies au mois de septembre, et dans toutes les audiences, dans toutes les conférences internationales, le président de la République le fait, et lui, en tant que disciple du président de la République, n'a fait qu'accompagner les chefs de l'État pour le bonheur de tous les Congolais. Jérémy Kalala, vous êtes évidemment extrêmement loquace sur la question, et c'est de votre droit. Mais alors, certains disent aussi que... Qu'est-ce que vous dites finalement à ceux qui disent que c'est vrai qu'il y a la guerre, mais c'est aussi vrai que l'on pourrait utiliser cette situation de guerre pour justifier un bilan négatif. Que dites-vous de ceux qui pensent que le gouvernement aurait un bilan négatif? Il n'y a qu'un aveugle, M. Willy, qui ne voit pas, qui peut dire, ou soit par mauvaise foi, qui peut dire que ce gouvernement a un bilan négatif. Mais si on a des agendas cachés, à ce moment-là, on peut tenir ce discours-là. Mais pour un Congolais qui est honnête, sans état d'âme, qui suit à la loupe depuis l'avènement du président Félix et de son gouvernement, donc c'est l'unique gouvernement des Warriors qui a posé des actes positifs en faveur de la population. Par exemple, je vais vous donner quelques faits. Le président de la République, dans plus ou moins 4 ans, il a trouvé le budget à 4 milliards. Et aujourd'hui, le budget 2023 se chiffre à plus de 15 milliards. Au bout de 4 ans, les salaires des fonctionnaires, dis-moi un seul ministère, un seul fonctionnaire qui peut se dire qu'il a un retard dans les paiements. Et pourtant, par le passé, on arrivait jusqu'au 15, 20 avant de recevoir son salaire. Mais aujourd'hui, à partir du 25, du 20 même, le gouvernement commence à payer les salaires. Et il y a augmentation des salaires, bien sûr, même si on peut dire que l'augmentation n'est pas très importante, mais c'est déjà un début. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement, même si vous avez la mauvaise foi. On a récupéré combien? Plus de 3 millions d'enfants qui n'allaient pas à l'école. Mais aujourd'hui, à cause de la gratuité, nous avons plus de 3 millions qui sont scolarisés. Même si au niveau de cette affaire de gratuité, il y a encore des réaménagements à faire. Il y a avec les plans, les projets PEDEL, 145 territoires, le projet de développement de 145 territoires, où il est prévu de construire les écoles dans chaque territoire, les centres de santé, les routes, les bâtiments administratifs. Ça n'a jamais été depuis 1960. Mais que voulez-vous encore qu'on dise de ce gouvernement? Que voulez-vous encore? À moins
qu'on puisse être sorcier, excusez-moi, pour qu'on ne puisse pas reconnaître les bienfaits de ce gouvernement. À moins qu'on puisse se dire, ôte-toi de là que je m'y mette. Mais pour des Congolais qui n'ont rien à envier les postes du président de la République, ils doivent comprendre que, ici, là, ce gouvernement de Warriors, c'est un gouvernement qui a mieux fait des choses que tous les gouvernements. Parce que la croissance économique, les cadres macroéconomiques, tout est stable. Donc, M. Willy, je vais vous dire que c'est lui qui va oser vous dire que le gouvernement a un bilan négatif. En tout cas, à mon avis, c'est un sorcier. Alors, évidemment, nous aurions voulu avoir, je crois qu'un jour on aura le ministre Boussa lui-même, mais pendant que nous parlons avec vous, il participe à la conférence des gouverneurs qui se tient en Mbandaka. Cette conférence des gouverneurs qui est quand même le lieu où les provinces se plaignent d'une politique à plusieurs vitesses entre Kinshasa et les provinces. Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette conférence des gouverneurs que le président lui-même tient à animer depuis 2 jours? Monsieur Willy, je vais dire aux téléspectateurs de Géopolis que la conférence des gouverneurs est instituée, si ma mémoire ne me trahit pas, par l'article 200 de la Constitution. Cette disposition dit qu'il est institué la conférence des gouverneurs, composée, outre les gouverneurs des provinces, du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Les autres ministres peuvent y être invités. Mais la conférence des gouverneurs a quelle mission? Quelles sont les missions de la conférence du gouverneur? La conférence des gouverneurs a pour mission de pouvoir proposer des avis au gouvernement et la politique, la législation que la République devra prendre pour gouverner le pays. Le président de la République, en tant que le chef de l'exécutif national, les gouverneurs de province sont ses représentants directs en province. À ce titre-là, il a le droit de présider la conférence des gouverneurs, de les convoquer et de recueillir les avis de ses représentants en province pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions qui concourent à la gouvernance du pays. Aujourd'hui, nous parlons de 145 territoires. Mais on va dire, ça s'est fait en Mbandaka. Mais il faut toujours aussi voir un autre côté avantagé. Lorsque tous les gouverneurs se dirigent vers une province, les chefs de l'État, les chefs du gouvernement arrivent là, il y a quand même les routes qui sont asphaltées, il y a le coût des brosses qui est donné. Il y a des problèmes de logement aujourd'hui. Non, mais il y a des hôtels qui vont survivre parce que tout le monde est là. Vous verrez qu'en Mbandaka, économiquement, ça va un peu essayer de bouger. C'est ce qui fait que c'est une bonne façon, parce que c'est déjà, je pense, l'un des alinéas de l'article 200 qui dit cette conférence-là est tournante dans chaque province. Elle se fait 2 fois par an sur convocation du président de la République. Donc, ce que la population des 26 provinces peuvent attendre de cette conférence, c'est des recommandations, des avis, des recommandations que leurs gouverneurs auront à donner au président de la République, qui va les prendre au niveau de l'institution président de la République et les mettre en pratique à travers le gouvernement qui gère sa politique. Voilà ce que je peux vous dire, parce qu'à un certain moment à la cité, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas à quoi ça sert. Le président est parti là-bas pour... Non, c'est l'article 200 qui institue la conférence des gouverneurs. Et nous sommes à la 9e conférence. Ouais. Nous allons atterrir. Vous voyez, vous parlez tellement bien que le temps est passé très vite. Mais revenons un tout petit peu avant de donner une question. Nous parlions un peu de Jean-Lucien Boussa, honorable Jean-Lucien Boussa, parce qu'il est élu aussi. Quel est le bilan qu'il va donner à ceux de Boudjala? Vous savez, chacun de nous vient de quelque part. Il a été élu par ce peuple-là. Aujourd'hui, si nous regardons son mandat, il est quand même
resté longtemps comme député. Qu'est-ce que l'on peut dire? Cette population-là peut dire quoi? Monsieur Willy, je vais vous dire que Jean-Lucien Boussa, honorable, sous cette casquette-là, il est le leader incontesté et incontestable du Grand Équateur en général et du Sidou Bangui en particulier. Aujourd'hui, si vous allez, pourquoi pas à Kinshasa, parce que moi j'ai reçu beaucoup de messages de partout ailleurs, ceux qui savent que je collabore avec son excellence Jean Lucien, qui m'ont envoyé des messages de félicitations au sujet de cette dénonciation dont nous venons de parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jean Lucien Boussa n'a plus la coloration provinciale. Elle a une connotation nationale, pourquoi pas internationale. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de contestation qu'il est le leader incontestable. Mais il a fait quoi? Il a fait quoi d'abord? Il a fait quoi? Aujourd'hui, le président de la République doit compter avec ses dignes fils du pays pour sa réélection au niveau de l'élection présidentielle en 2023. Mais Jean-Lucien Boussa, meilleur élu en 2006 à Boudjala, en 2011, la même chose, et en 2018, meilleur élu. Mais en tant que ministre, en tant que député, pour se plier au devoir de redevabilité, l'année passée, il a fêté avec sa base. Mais il y a eu des micro-baladères. Hein? Si vous pouvez aller aujourd'hui, vous dites, mais qu'est-ce que Jean Lucien a réalisé? Mais on va vous citer beaucoup de réalisations sur les plans socio-culturels. Hein? Que ce soit à l'Équateur, que ce soit Sidou Bangui. Là, il a construit les stades, ce qui n'a jamais été, à Gemena. Le stade de Gemena est en cours de construction, sous financement de l'honorable Jean-Lucien Boussa, après avoir construit le stade de Boudjala, les forages d'eau, les centres de santé, les radios communautaires, ainsi de suite. Il y a beaucoup de réalisations. Et aujourd'hui, moi, je vous demande de descendre de l'autre côté pour voir, alors que la population, je vais vous dire quelque chose, monsieur Willy, la population de Boudjala, autrefois j'ai passé, parce que j'étais à Gemena, la population pose la question, mais qu'a fait Jean Lucien? Il dit, mais avant de parler de Jean Lucien, nous connaissons certaines personnes qui se disent leaders ici à Boudjala, à Gemena, mais ils ont eu à avoir des responsabilités plus importantes que Jean Lucien. Mais ils n'ont jamais construit, je paraphrase, même Kikoso, Batongate. Mais moi, Namboka Jean Lucien, quand il est arrivé, il nous a construit, il nous a fait tout ce que je venais donc d'étaler. Et ça, ce n'est pas moi, c'est la population des Grands Équateurs qui le dit. Merci, Jérémy Kalala. Vous êtes secrétaire national en charge du procès électoral au niveau du CDR, le parti, le courant des démocrates rénovateurs. Vous avez été aujourd'hui à droit à la parole. Il n'était question pour nous de mesurer, de jauger le niveau de conviction des jeunes politiciens, ceux qui entrent en politique, et vous en êtes un. Alors nous allons terminer cette émission. Je vais vous donner la parole pour un dernier mot qui va se concentrer sur la population, mais surtout c'est sur l'année 2023, qui est une année électorale. Profiterez aussi de mon micro pour souhaiter, parce que c'est quand même la semaine aussi des vœux, souhaiter des vœux aux personnes que vous-même vous allez choisir, et nous allons nous séparer, parce que moi je vous aurais déjà souhaité bonne fête de Noël et de Nouvel An. Mais merci. Sinon, vous avez déjà la parole pour clôturer. Ok, pour terminer cette émission, M. Willy, j'ai apprécié le cadre, il est impeccable. Et vous-même, un journaliste, pas le moindre, dans le microcosme de presse congolaise. Donc, je vais dire à la population congolaise d'accompagner son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le candidat naturel du courant des démocrates rénovateurs pour les élections présidentielles de 2023. Donc le président de la République est soutenu par son Excellence Jean Lucien et son parti, et raison pour laquelle nous demandons à toute la population congolaise d'accompagner le chef de l'État pour lui donner un deuxième mandat,
afin de continuer ce qu'il a commencé et de remettre la RDC sous l'orbite des grandes nations. En ce qui concerne les élections, le 24 décembre, c'est le début de la révision du fichier électoral. Je demande à tous les militants et militants du CEDER et en particulier la population congolaise en général d'aller se faire enrôler, parce que si nous avons beaucoup d'enrôlés, ça sera la conséquence d'avoir beaucoup de sièges au Parlement. Donc je demande à toute la population d'aller s'enrôler massivement dans les délais, de ne pas attendre les derniers jours, parce que l'enrôlement c'est au bout d'1 mois, de ne pas attendre le 28e ou le 29e jour pour courir, mais allez vous faire enrôler déjà dès le début pour nous préparer et soutenir la candidature du président de la République à la magistrature suprême. Et le CEDER va aligner donc à tous les niveaux les candidats dans toutes les circonscriptions, au niveau national, au niveau de la législative provinciale, au niveau des conseillers municipaux, pourquoi pas au niveau des élections indirectes, gouverneurs, sénateurs, maires de la ville, ainsi de suite. Donc le CEDER est prêt pour les élections et en train de soutenir tout ce qui se fait pour que ces élections-là puissent se passer dans la transparence. Mais il ne me reste plus, M. Willy a souhaité joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux, en commençant par mon mentor, son Excellence Jean-Luc Boussa, qui nous suit à partir de Mbandaka, où il participe à la conférence des gouverneurs en compagnie du Premier ministre pour appuyer les chefs de l'État. Je souhaite également à mon épouse, Dr Élisée Tchala, qui est en train de me suivre, aussi meilleurs vœux à mes enfants, Ewad Otiniel Oracle. Je suis de cœur avec eux, je les aime beaucoup. Et aussi, je vais saluer le directeur de cabinet, Jean Zosa, qui conduit le cabinet de son Excellence Jean-Luc Boussa du main de fer. Donc, toutes ces réalisations l'ont été aussi avec son concours. Je le salue de là où il est, sans oublier le président Alexis Mondongue, Maître Bouanga, Willy Boussa, Mosobu. Donc, je vous salue. Donc, voilà tout ce que je peux dire. Et je souhaite aussi à tous les téléspectateurs de Géopolis meilleurs vœux de bonne année 2023. Merci beaucoup, Maître Jérémy Kalala, d'avoir été avec nous sur ce plateau, mais surtout d'avoir été aussi pimpant neuf dans la production de ces idées. Nous sommes, moi, personnellement contents. Je pense que l'espoir est permis, qu'une nouvelle génération d'acteurs politiques loyaux, fidèles, compétents peut prendre la relève de ce pays et combattre, comme il a dit tout à l'heure, ce paradoxe congolais, pour que nous soyons un pays prospère, émergent, mais surtout un pays normal, un pays où le respect de la loi est la loi suprême. Au revoir et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci.